mw'ishuri wiga bazi bijya bisanzwe ni nk'umushinge mugabo ntiwubatse genda mubaze bajya bari kw'ishure bijya siyo kw'ishure mu Burundi ntacyo tumariye ntako none mwese abo ba secondaire x au carré moins z égale x moins z fois x plus 1 bikumariye iki ajya mu rukaraba birafatishwa birafatishwa oya ndababazi birafatishwa mugabo azi kuramukanya mu cyarabu akamenya guparkinga imodoka mu cyarabu akamenya gusaba indya no gusaba ikigongwe agiya umugambi wo gukangurira abakenyezi ku mateka yabo umuhari n'amahoro wifuje kugaruka ku majambo umukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yashikirije ejo bundi avuga ivy'amashuri yateye amakenga benshi twihweje ingaruka ashobora kugira ku banyagihugu no kuri rya shusho rya bwa Burundi twese twifuza nkako mbega hari utohahamuka yumvise umutegetsi w'umugambwe ugena imigabo n'imigambi inzego zose za leta zigenderako yemanga ko abana bacu biga mu mashuri atakamaro bifise ngo kwiga ibiharuro vyorutwa no kwiga gufatiswa mbega mwotumenyera abiwe yoba yaramaze kubakura muri ayo mashuri batamenyera gutwenga ari ayawe ayo majambo twayafashe nk'utujajuro yataba ari ay'umutegetsi muri politiki iryo avuze ryose ryijana rigafatwa nk'intumbero ihawe abanyagihugu n'inzego zose z'igihugu mbega umutegetsi wo kuri ubu rwego aremerewe kujajura no gutebura ariko avuga urwego rw'indero ruha ubumenyi abanyagihugu tuzi ingene ari inkoramutima mu iterambere ry'ibihugu na cane cane iciwacu gikenye kurusha ibindi ku isi yoshobora kutamenya inkurikizi y'ivyo ashikiriza ku bavyeyi ku barezi no ku banyeshure bifuza kandi badasiba gusemerera kw'indero mu mashure yobiye akarorero kuko bazi ko ari wo mushinge ntanyiganyitswe w'iterambere rya muntu n'iry'igihugu mbega hari umuntu canke igihugu vyoba bicirengagiza ubumenyi n'ubuhinga butangwa mu mashure bikazokwiteza imbere mu bice ivyo ari vyo vyose erega n'uwufatiswa ntizizomuteza imbere atamenya ubuhinga bwo kuzigwiza kuzihingura no kuzironderera isoko ubwo buhinga muri ivyo vyiswa mu bindi vyimburwa no mu bundi butunzi igihugu gifise akaba atahandi burahurwa atari muri ya masomero umuhari n'amahoro warakozweko n'ayo majambo agwiza n'ubusa ubumenyi butangwa mu mashure twafata nk'ikintu ngombwa ku bana bacu na cane cane abana babigeme ntidusamazwe n'iyo mvugo dukomere nyabuna ku rugamba rwo kurondera no gutsimbataza uburenganzira bw'abigeme bacu ku nyigisho y'akarorero ku neza y'igihugu kidashobora kwiyima amahirwe y'iterambere rizanwa n'abanyagihugu bacu baronkeye ubumenyi mu mashure umuhari n'amahoro uteye nyabuna kamo leta ngo igira uko ishoboye inagura amashure y'igihugu atanga inyigisho y'akarorero ku neza y'igihugu na beneco duteye cane cane akamo abavyeyi buno musi n'abejo ngo bagomize ku muzirikanyi ko iragi rikuru bashobora kuraga abana babo ari ukubashira mu mashuri atanga ubumenyi bw'akarorero ntidusamare canke ngo tujane nyabahururu
ihiganwa mu bumenyi n'ubushobozi butangwa mu mashure nibyo bizotuma abana bacu biha ikibanza mu by'iterambere ryabo, iry'igihugu no mu makungu. Urwaruka rwacu narwo turuhamagariye kwama rwitanga rutiziganya. Mu nyigisho baronka rwame ruharanira kuba intashikirwa. Uko niko ruzoba ruriko rurashinga inkingi z'akazoza karwo. Dans le cadre de nos messages de sensibilisation sur les droits des femmes, le mouvement Inamahoro voudrait revenir sur le récent message communiqué par le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir, l'honorable Révérien Dikuliyo, pour partager sa profonde préoccupation quant à son contenu par rapport à la vision du Burundi que nous voulons et son impact sur la population dans son ensemble. Que la plus haute autorité du parti au pouvoir, dont toutes les institutions exécutent le programme politique, déclare haut et fort que l'enseignement dispensé par le système éducatif burundais n'a aucune valeur, en soulignant notamment l'inutilité des mathématiques, qui n'apprennent pas à nos enfants la technique de collecte des termites, ne saurait laisser personne indifférent. Aurait-il retiré ses propres enfants de ce système? Le message aurait pu passer pour une bonne blague s'il n'avait été prononcé par une autorité et un leader politique de cette envergure dont chaque propos pèse et compte pour une directive à tous les citoyens et tous les organes étatiques. Une autorité de ce rang peut-elle aussi légèrement dénigrer, tourner en dérision un domaine aussi névralgique qu'est l'éducation nationale dans le développement d'un pays et le nôtre, classé le plus pauvre du monde? Peut-elle si allègrement ignorer l'onde de choc que cela provoque chez les parents, le personnel éducatif, les apprenants à tous les degrés qui ne ménagent rien pour s'assurer et réclamer toutes les opportunités de la meilleure éducation possible, synonyme de l'investissement le plus sûr pour le développement tant individuel que national. Peut-on aujourd'hui se passer des connaissances scientifiques et prétendre se développer et développer un pays quel que soit le domaine? Il en faudra même pour l'exploitation économique des termites. Les produire, les conditionner pour les écouler sur le marché local ou extérieur exigera des gens formés, comme on en aura besoin dans tous les domaines et pour toutes les ressources. Le mouvement Inamahoro se sent particulièrement interpellé par ce genre de discours qui remet en cause le caractère indispensable de l'éducation que nous tenons pour un droit pour nos enfants et particulièrement nos filles. Ne soyons donc pas distraites par ce langage et restons fermes dans notre lutte pour la défense et la promotion des droits des filles à une éducation de qualité. Il en va de l'intérêt de notre pays qui ne saurait se passer du progrès et du développement que génèrent des citoyens bien formés. Le mouvement en appelle plutôt au gouvernement de mettre tout en œuvre afin que notre système éducatif soit le plus compétitif possible dans l'intérêt de son développement par et pour ses citoyens. Nous lançons particulièrement un message vibrant à tous les parents d'aujourd'hui et de demain afin qu'ils gardent à l'esprit que le plus grand héritage qu'ils peuvent léguer à leur progéniture est une éducation de qualité. Ne vous leurrez pas et ne soyez pas dupes. Seule la méritocratie que génère l'éducation permettra à vos enfants de se frayer un espace sur l'échiquier du développement tant national que mondial. À la jeunesse du Burundi,
Restez focalisés, donnez-vous corps et âme à l'éducation, visez toujours l'excellence, ainsi seulement votre avenir sera garanti. Il n'a pas dit quoi. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous, recevoir Afrique Média dans le cadre de cette émission spéciale depuis le Palais des Congrès de Yaoundé, au cœur des assises du CEDETOLAR 2022. CEDETOLAR qui se déroule sur cette thématique pour une nouvelle pensée africaine. Et c'est avec un grand plaisir que nous recevons sur ce plateau une très grande figure de la Renaissance africaine. Alors, professeur Kalala Omotunde, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Totalement. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager justement à la fois sur cette Afrique qui est en plein mouvement et aussi bâtir les perspectives d'avenir. Parce que c'est important, surtout c'est le moment de le faire. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Alors, je dois rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes également fondateur de l'Institut Anijat. C'est en Guadeloupe, ça? C'est en Guadeloupe. C'est vrai qu'on a une émanation au Canada, avec l'Institut Sankofa, en Guyane, avec l'Institut Tarana, en Martinique, avec l'Institut IPAM, et en Haïti aussi, parce que c'est important. Le but du jeu, c'est d'enseigner les humanités classiques africaines. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit un livre sur les législateurs de l'Antiquité, et je me suis posé une question. Pourquoi tous ceux qui ont entrepris le désir de changer le destin de leur peuple sont d'abord venus en Afrique? Il n'a pas dit quoi. Parce que quand vous regardez les Lycurgues, les Platons, tous ces législateurs, y compris de l'Asie, pourquoi ce besoin d'abord de venir en Afrique? Même quand on prend les mythes religieux, la Bible et compagnie, le Coran, on vient en Afrique d'abord. Pourquoi ça? Parce que l'Afrique, c'est le dépôt à munitions de la connaissance. Voyez-vous? Et surtout, ce que les ancêtres ont fait dans la vallée du Nil. Et pour faire cette révolution, il faut un apport de connaissances nouvelles. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est le fait de voir différemment son patrimoine culturel. C'est-à-dire que, vous voyez par exemple, l'Afrique, il y a quelque chose de très étrange. On ne peut pas comparer la pensée africaine aux autres formes de pensée. Il n'a pas dit quoi. Parce que on vous dit par exemple qu'il y a des nombres décimaux et il y a des nombres binaires. C'est-à-dire qu'il y a un univers pour l'un, un univers pour deux. L'Afrique a fusionné le décimal et le binaire. Voilà pourquoi quand il a fallu faire la révolution informatique, c'est sur le continent africain qu'on a trouvé le code binaire informatique. Quand on commence à regarder, toutes les cultures africaines fonctionnent en binaire. Le tambour fonctionne en binaire. Les arts divinatoires fonctionnent en binaire. Les danses fonctionnent en binaire. Donc ça veut dire que si l'Afrique prenait conscience de la dimension scientifique de sa culture, on aurait notre propre ordinateur avec notre propre code binaire. Parce que des codes binaires informatiques en Afrique, il y en a beaucoup. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de très étrange. La deuxième chose, vous savez, on parle d'art sacré. Vous avez, dans une confrérie initiatique, on va vous faire un objet d'art. Donc, on va vous faire un masque, on va vous faire une statuette. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'à l'intérieur de la statuette, vous avez du minerai stratégique, vous avez de l'or. La chose, c'est pourquoi? Parce que l'or permet la conductibilité de l'énergie. C'est ce qui fait que quand vous avez une télévision, quand vous avez un téléphone portable, il y a une carte mère où vous avez tous les filaments avec de l'or qui permettent à l'énergie de circuler dans la plaquette. Mais vous voyez que s'il y avait pris en considération le fonctionnement à la fois théologique, théosophique, mais technologique de l'art sacré, nous serions en train de faire des plaquettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons l'or. Vous imaginez, on a l'or, donc on pourrait faire ces fameuses cartes mères, mais parce qu'on n'a pas fait le lien avec notre passé, on ne voit pas que nos ancêtres avaient déjà découvert le fonctionnement de la carte mère dans un objet d'art sacré. Donc la chose, c'est que sommes-nous capables aujourd'hui de décoloniser le regard pour regarder la production
matérielle et immatérielle africaine avec sa dimension réelle. À la fois la dimension théosophique parce qu'elle est importante, la capacité d'unir les hommes autour du même idéal de valeur, mais de nous projeter dans la technologie la plus avancée. Professeur, peut-être avant de poser ces questions extrêmement importantes, nous voulons bien savoir qu'est-ce qui s'est passé d'après vos recherches aussi pour que l'Afrique se retrouve au niveau où elle est aujourd'hui, en train de courir après les autres. Oui, totalement. Vous Après savez, tout ce que vous avez dit, oui, oui, c'est-à-dire que c'est la mère des connaissances. Totalement. Alors il faut savoir une chose, c'est-à-dire ce qui nous est arrivé, finalement, je dirais que c'est quelque chose de logique, la situation d'aujourd'hui. Ce n'est pas anormal ou paranormal. Premièrement, nous avons toujours été confrontés à une coalition de peuples qui venaient nous attaquer. Regardez la somme des peuples qui ont attaqué l'Égypte antique sur des périodes très courtes. Regardez l'esclavage, c'est toute une coalition de peuples qui nous ont attaqués. C'est le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, enfin la liste est interminable. La colonisation avec la conférence de Berlin, c'est encore des nations. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une chose extraordinaire, c'est que l'Afrique n'a pas eu l'opportunité d'être attaquée par un seul peuple, toujours attaquée par une coalition de peuples. Mais vous savez, si moi je suis souverain et j'ai un empire avec 200 000 guerriers, quand j'affronte l'armée portugaise, je perds quand même des hommes, même si je gagne. Mais si l'armée espagnole vient après, si l'armée anglaise vient, l'armée danoise, l'armée hollandaise, à un moment, j'ai plus d'hommes pour me battre, je perds la maîtrise des choses. Quelle est la première marque de la défaite? La première marque de la défaite, c'est de vous priver de votre système de transmission de la connaissance. Donc, la transmission de la connaissance se fait par le dominateur. Donc, il apprend en fait de la sous-pensée pour garder les hommes finalement sans esprit critique. Puisque le but du jeu, c'est qu'on ne peut pas imposer la force toujours par la force, il faut l'asseoir par une domination du cerveau. Et pour ça, est-ce qu'il n'y a pas de responsabilité endogène aussi? Alors, là-dessus, le problème de fond, je vous dirais qu'il y a ce qu'on appelle en histoire le rapport de force. Dès que vous n'avez pas le rapport de force, les schémas sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que le problème le plus important, c'est la notion de rapport de force. Nous, on a eu, tout autant qu'on a eu le rapport de force à égalité avec l'Égypte, on s'en est quand même sorti plus de fois qu'on est resté, même si vers la fin, ça a été catastrophique. Mais avec la période impériale, quand les autres arrivent avec un armement que nous découvrons, une technologie militaire avec les canons, toutes ces choses-là, canons mitraillettes, il faut admettre que, premièrement, je n'ai pas vu de souverain dire on ne va pas au combat. Tout le monde a été au combat, même les femmes du Dahomey, vous avez vu les Amazones, comment elles ont été au combat. Et pourtant, même en Afrique du Sud, il y a des Zoulous, face à une canonnière anglaise, il faut avoir du courage pour y aller. Ils y ont été. Maintenant, le problème, c'est que l'Afrique néglige une chose, c'est le défi technologique. Parce que tout autant que l'Afrique n'aura pas réglé la problématique du défi technologique, elle restera dans cette situation de vassalité. La deuxième chose qui est quand même un enjeu sérieux, l'Afrique doit se désolidariser des schémas de production d'énergie que nous avons jusqu'à présent à la surface de la planète. Pourquoi? Quand nous faisons un barrage hydroélectrique, ça crée des conflits entre nations. Entre la nation qui est en amont, en aval, parce qu'on modifie le flux de l'eau et puis les espèces aquatiques disparaissent. Ça crée trop de conflits. Quand on découvre du pétrole, celui-là en a, celui-là n'en a pas. Ça crée des rivalités. Donc on va s'appuyer sur le pays qui n'en a pas pour aller regarder ce qui se passe au Rwanda par rapport au Congo RDC, dans le Kivu. Voyez. Donc, tandis que la géothermie part du principe que la Terre a un magma et le magma, il est partout. Donc, chaque pays peut disposer de son unité de production d'énergie sans embêter le voisin. En plus, même si le pays a signé une COP21 l'interdisant d'émettre des gaz à effet de serre, la géothermie n'empêche pas parce que c'est de la vapeur d'eau. Bon, ensuite, il y a de l'hydrogène. Savez-vous que dans le sous-sol africain, vous avez de l'hydrogène qui sort amène le sol. Mais l'hydrogène, c'est la seule solution pour stocker l'électricité. Donc à partir du moment où on stocke l'électricité, ça veut dire que nos camions sur les routes peuvent rouler à l'hydrogène. Les avions qui volent peuvent voler à l'hydrogène. C'est-à-dire que le monde noir peut devenir leader d'une technologie nouvelle parce que toutes les technologies anciennes, regardez où ça mène l'humanité. Le charbon, l'Allemagne revient au charbon. Le problème de l'uranium, regardez le grand n'importe quoi que c'est, puisque les centrales ne sont pas entretenues, donc ça crée d'énormes risques. Donc vous voyez que pourquoi on va suivre ces gens-là dans des complications, des problèmes dont on sait qu'il sera des problèmes, alors que nous avons ces solutions-là. Vous savez, moi je viens de la Guadeloupe. En Guadeloupe, on a la seule usine de géothermie de France, et qui plus est en Haute-Alpie. Et pourquoi? Parce qu'on a un volcan. Vous savez que le Cameroun
a des particularités que nous avons en Guadeloupe, mais à plus grande échelle. C'est-à-dire le Cameroun, nous, en très peu de temps, nous avons des ingénieurs panafricains aujourd'hui, spécialisés dans la construction d'usines de géothermie. Quoi, en 12 mois, on vous fait une usine. Et si vous voulez l'électricité à Yaoundé, on vous met l'électricité. Parce que, tout simplement, les technologies le permettent. Ce sont des technologies beaucoup plus puissantes que par le passé. Tout est en miniature. On n'a pas besoin de grands complexes aujourd'hui. Et ce qu'on a besoin, c'est de diffuser cette énergie produite dans toute la ville. Par contre, nous sommes vraiment à cheval sur un certain nombre de principes. Nous refusons le fait que l'éclairage urbain, la nuit, soit arrimé aux centrales électriques. Parce qu'on peut désolidariser le système électrique et le rendre totalement autonome. Et ça, c'est important parce que ça n'alourdit pas la facture énergétique du pays. La troisième chose, c'est qu'il faut changer les matériaux. Nous avons été assujettis à des matériaux coloniaux qui ne sont pas adaptés à notre climat. Vous savez, on construit avec du ciment. Le ciment a la silice. La silice est utilisée en métallurgie. Du coup, quand vous avez une construction en ciment, vous avez une chaleur de fait. Mais si on fait la technique ancienne, la brique de terre, qu'on améliore avec les technologies d'aujourd'hui, la brique de terre a un coefficient de transformation de l'énergie. C'est-à-dire, il fait chaud à l'extérieur, il fera frais dans la maison. Nous avons été au Soudan, on a visité des hôtels construits en brique de terre. Il n'y a pas de climatiseur. On a traversé le fleuve, Nil, on va en face, on est en pays arabe. Il y a des climatiseurs partout parce qu'ils ont construit avec le ciment et les parpaings. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique doit développer son engineering sur des solutions qui fera d'elle demain, je dis demain, c'est-à-dire dans 4-5 ans, un leader mondial. Parce que, je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre. Est-ce que vous savez que l'Arabie Saoudite, que tout le monde présente comme un gros mastodonte, c'est un ballon qui est en train de se dégonfler? Pourquoi le ballon il se dégonfle? Parce que l'exploitation du sous-sol, quand vous enlevez 3 milliards de barils de pétrole, ben, c'est toujours ça en moins. Et un jour, ça va bien se terminer. Tandis que la chaleur qu'il y a dans le sous-sol de la Terre, ça se termine quand? Vous voyez la différence? C'est interminable. Donc c'est pour ça que nous, on dit que nous, on a réfléchi à la problématique. Qu'est-ce que je constate? Quand je consulte des programmes énergétiques de pays africains, la ligne géothermie est à zéro. Vous imaginez que c'est la technologie la moins coûteuse, la moins problématique sur le plan diplomatique, la plus facile à mettre en place, celle que le monde panafricain maîtrise, c'est-à-dire tous les ingénieurs sont noirs, avec des turbines qui n'existent même pas dans le monde blanc, qu'on a la possibilité d'instaurer en Afrique, voyez, et vous avez des gens qui gèrent ce département pour un pays et c'est à zéro. L'hydrogène, c'est à zéro. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Professeur, mais quand même, il y a une question qui se pose avec ce que vous avez fait comme recherche, ces conclusions. Il faut quand même que l'Afrique ou les Africains puissent s'approprier de ça. Comment arriver à le faire? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui qu'on s'en laisse. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose qui est très simple. J'arrive à Mayotte et je demande aux enfants des lycées, collèges, puisque c'est l'éducation nationale qui m'a invité pour passer dans les écoles, si je vous offre un billet gratuitement pour aller en Afrique, dans quel pays africain vous souhaitez aller? Aucun enfant ne veut aller sur le continent. Je dis d'accord. Je commence à leur raconter l'histoire du continent, les inventions, les découvertes, les grandes civilisations, ce que les étrangers ont dit sur l'Afrique, les défis technologiques que nous avons relevés, les solutions africaines qui sont encore valables aujourd'hui. Parce que la pierre gravée de Blombos, qui remonte à 100 000 ans, c'est de la triangulation. Est-ce que vous savez que le GPS d'aujourd'hui fonctionne avec la triangulation de la pierre de Blombos? C'est-à-dire que la modernité africaine, elle est valable 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans. C'est du jamais vu. C'est jamais arrivé dans une civilisation qu'un modèle reste, je dirais, immuable. Quand vous soyez à un niveau de technologie primaire ou à un niveau de technologie avancée, c'est toujours la solution africaine qui est valable. Il n'y a pas d'autre solution que la solution africaine. Je repose la question aux enfants. Dans quel pays voulez-vous aller? Tout le monde veut voyager. Donc je me suis dit, tu vois, il y a une chose quand même qui est assez importante. Il y a la technique du verre à moitié vide et à moitié plein. Quand on présente l'Afrique, même aux jeunes générations africaines sur le continent, on leur présente l'Afrique selon la technique du verre à moitié vide. Donc le jeune, il me dit quoi? J'ai envie de quitter l'Afrique. Mais moi, j'étais au Mali. Je discute avec un jeune. Je lui dis, mon cher ami, je vois que tu es ici, dans ton pays, tu es dans la capitale, Bamako, et je te sens un peu tristouné. Il me dit, moi, je pense que si j'étais à New York, j'aurais réussi ma vie mieux
que ici. Je dis, ok, d'accord, viens, on va dans un arbre. On va prendre 2 graines. On va planter une graine à Bamako, on prend l'avion, on va planter une graine à New York. Est-ce qu'il y a une graine qui ne va pas donner un arbre? Il me dit, oui, en fait, les 2 graines vont donner un arbre. Donc je lui dis, tu sais quoi? Regarde ta nature. Et ta nature t'enseigne ce que c'est que la vie. La graine, elle commence par faire des racines. Et une fois qu'elle a fait des racines puissantes, elle sort du sol. Et elle s'élève. Elle ne va pas regarder si je suis à Bamako ou si je suis à Los Angeles. Elle sait que sa destinée, c'est l'élévation. Ensuite, porter des fruits pour servir aux intérêts des jeunes générations. Fais simplement comme l'arbre. Et tu verras la puissance que tu vas acquérir parce que le sol de Bamako va te permettre de pouvoir à ton élévation. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. C'est d'expliquer que la nature s'est développée partout. Elle a relevé les challenges partout. Et nous avons toujours... Alors, professeur, une façon de dire qu'aujourd'hui, les intellectuels comme vous, les politiques, ont vraiment une très grande mission, redonner notre image de l'Afrique. Alors, je vous dirais, il y a 2 choses. La mission, elle est importante, parce que ce n'est pas simplement l'Afrique. Je vais vous expliquer le problème de fond. Moi, qui suis dans la Caraïbe, je tiens quand même à vous rappeler qu'il n'y a aucun noir en sécurité à la surface de cette planète. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est pas un continent puissant. Lorsqu'un Anglais, on y touche en Argentine, le gouvernement anglais demande pourquoi vous avez touché à cet Anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on touche à un Américain au fin fond de Bombay, ils descendent voir le maire de Bombay. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on touche à un Africain, il n'y a personne. Regardez l'état d'Haïti. Haïti est obligé d'aller à l'ONU alors que l'Haïti fait partie de l'Union africaine. Pourquoi l'Union africaine n'envoie pas des moyens militaires qu'il faut pour établir l'ordre en Haïti? Vous voyez la chose? Et comment vous expliquez cela, professeur? Parce qu'il y a un déficit de ce que c'est qu'être africain. Vous comprenez l'affaire? Et c'est quoi le problème? La volonté de puissance. Vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire, ce n'est pas lorsque vous avez une arme à la main que vous faites la volonté de puissance. Ça se passe ici. Il y a 2 colonnes vertébrales. Il y a une colonne vertébrale du corps qui vous tient debout. Mais il y a une colonne vertébrale du mental. Et c'est cette colonne vertébrale qui a été affectée par le colonialisme. Maintenant, il faut la rebâtir vertèbre après vertèbre et inventer des solutions nouvelles reposant sur nos patrimoines ancestraux. D'où ma question tout à l'heure, comment s'en sortir? La solution, elle est très simple. Il faut réexaminer nos éléments du passé et en perçant les mystères. Et pour cela, il faut aussi se faire aider des connaissances dans les confréries initiatiques. Regardez le Mbok. Avez-vous pris le temps de regarder la dimension scientifique des savoirs du Mbok? C'est-à-dire que quand vous regardez un documentaire à la télévision sur le Big Bang, mais vous pouvez aller voir le Mbok, mais dans la confrérie du Mbok, ils en savent plus sur le Big Bang que ce que l'émission à la télévision a dit. Mais on fait comme si les Africains ne se sont jamais intéressés à la cosmologie, à l'apparition de l'univers. Mais moi, je regarde les textes. Je me rends bien compte que l'Africain en connaît plus. Après, on vous dit, oui, mais il n'avait pas de lunettes télescopiques. Comment il fait pour savoir ça? Mais le problème, c'est que qui vous a dit que pour connaître les mystères de l'univers, il fallait le télescope? L'Africain a dit le microcosme est l'égal du macrocosme et le macrocosme repose sur le microcosme. Donc, c'est-à-dire qu'on peut étudier le macrocosme à partir du microcosme puisque les lois sont les mêmes. Sauf que l'Occident cloisonne le microcosme et le macrocosme. Donc, pour eux, c'est 2 sciences différentes. Pour l'Afrique, c'est la même science. Alors, professeur Kalala, vous êtes parmi les invités de marque de cette conférence internationale CEDOTOLAR 2022 ici à Yaoundé au Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Alors, je dirais que effectivement, c'est important de poser la question de la nouvelle pensée africaine. D'accord? Cette nouvelle pensée africaine, elle existe déjà, mais il faut véritablement la suractiver. Ça veut dire quoi? Lorsque vous mettez une graine en terre, elle commence d'abord par faire des racines. Parce que c'est ça qui fait qu'elle prend de la puissance dans la terre. Parce que vous savez, chez nous, on a des cocotiers. Moi, je reste admiratif du cocotier. Vous savez pourquoi? Quand arrive un cyclone, le cyclone arrive avec des vents de 240 km/h. Vous avez un cocotier qui est sur la plage et qui regarde le vent, qui lui dit, tu sais quoi? J'ai des racines, mon gars, et je t'attends. Et vous retournez à la fin, vous voyez le cocotier toujours debout. Vous commencez à comprendre, mais c'est quoi le problème du cocotier? Le cocotier a des racines, c'est comme des doigts. Mais quand il a mis ses racines dans le sol, il attend des vents de 240 km. C'est ça l'enjeu. Les racines,
ça te permet de relever n'importe quel défi en ayant la certitude que tu vas rester debout. C'est pour ça que c'est important d'avoir des racines, mais il faut des racines puissantes, il faut des racines longues. Par exemple, quand on parle de l'hominidé, l'homme moderne sapiens, qui remonte à 350 000 ans, mais est-ce que vous savez qu'en 300 000, il inventait déjà des sciences, des choses qu'on ne comprend pas? Si vous prenez par exemple la technologie de la pierre chauffée, ça apparaît à Pinnacle Point en Afrique du Sud en 200 000. En 200 000, l'homme africain connaît maîtriser des températures, mettre des pierres pour faciliter la taille de la pierre. C'est-à-dire qu'il commence par de la technologie avancée. Quand il fait la pierre gravée, mais c'est impressionnant, l'Africain invente l'écriture, il dit « moi je veux capturer le son ». Les autres font des pictogrammes, lui il décide de capturer le son. Et il arrive à capturer le son. Qui fait que quand on apprend l'égyptien ancien, on lit avec le son que faisait notre ancêtre il y a 8000 ans. Mais il faut comprendre que, tu te dis mais à un moment, mais c'est quoi être africain? Être africain, c'est trouver une solution à laquelle personne n'y a pensé. C'est ça être africain. Et donc c'est ça qu'il faut arriver non seulement à démontrer, et c'est ce que je démontre. Vous voyez, aujourd'hui, plus personne ne peut venir discuter que ce que je dis, je ne l'ai pas démontré. Lorsque j'ai dit que nous avons inventé le château fort, avec toute la technologie du château fort, l'homme occidental n'a pas rajouté même un élément dans le château fort. Tout existait déjà. J'ai fait la démonstration, les gens ont vu. Ils ont dit au Motunde, on ne te croyait pas, maintenant on te croit. Maintenant, l'enjeu de tout cela, c'est quoi? Ce n'est pas de se dire, se glorifier de notre passé. L'enjeu, c'est que nous avons terminé un cycle à l'époque de l'Égypte. Nous avons ouvert un deuxième cycle à l'époque de l'Afrique impériale. Et arrivé un troisième cycle avec le problème colonial et esclavagiste. Maintenant, nous sommes dans un nouveau cycle. Ce nouveau cycle commence très judicieusement. Pourquoi? Nous avons quitté l'ère des poissons, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. C'est-à-dire que les énergies ne sont plus les mêmes. Moi, j'avais dit, ça fait 5 ans que je dis, que ce que la France a fait en Afrique, elle ne pourra plus le faire. On me dit pourquoi? Parce que l'ère du Verseau, ce n'est pas les énergies de l'ère des poissons. L'ère des poissons, c'était une énergie très basse, donc qui permettait aux bas instincts humains de se métastaser sur le territoire terrestre. Mais l'ère du Verseau, tout a changé. Le territoire terrestre a augmenté de fréquence, le soleil a augmenté de fréquence, on vous parle souvent de vent solaire, qui perturbe même les réceptions radio et télévision. Donc ça veut dire quoi? Ce vent solaire dont on vous parle, ça veut dire que la fréquence du soleil est montée, c'est métastasé, elle est beaucoup plus forte. Donc quand elle irradie la Terre, elle fait encore monter la fréquence de la Terre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le bas astral qui animait la Terre à l'époque de l'ère des poissons, où on est venu raconter aux Africains des sornettes et avec des armes, et finalement on s'est retrouvé contraint, là maintenant la donne elle a terminé. Maintenant l'enjeu c'est quoi? C'est d'expliquer à l'Africain comment tu fais pour imaginer que tu donnes la préséance à la tradition arabe sur ta propre tradition, alors qu'on n'a jamais vu un arabe prier son Dieu et faire pleuvoir dans le désert. Parce que nous, il pleut chez nous. Non? Donc ça veut dire que si un Dieu ne donne pas de l'eau à un peuple, et le peuple se retrouve sans eau, c'est-à-dire tu ne peux pas boire, tu peux manger, tu ne peux pas faire d'agriculture, tu ne peux pas élever d'animaux, tu ne peux rien faire en fait. Comment tu fais pour t'asseoir, pour discuter d'un Dieu qui n'a même pas donné à son peuple de l'eau? Ça veut dire que la colonisation a abruti l'Africain. Ça abrutit l'Africain au point que l'Africain, il se met... Moi, je vous dis, pour vous expliquer la situation. Non, mais je vais vous expliquer la situation pour que vous repreniez. Des femmes africaines décident de partir à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. Elles tombent sur un vieux du village. Vous voyez, c'était au Bénin. Hein, et le vieux leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les femmes sont comme ça? Elle dit, oui, on va à la mosquée pour demander à l'imam de faire tomber la pluie. Et le vieux regarde les femmes et dit, mais attends, si les Arabes allaient faire tomber la pluie, il y aurait déjà plu chez eux, non? Donc venez voir les gens du village et on va faire tomber la pluie. Vous voyez le niveau de l'affaire? C'est-à-dire que l'Africain a tellement perdu son esprit critique dans la colonisation qu'un truc qui est totalement aberrant, il le fait quand même. Donc tu es obligé de remonter la manivelle de l'intelligence pour lui dire, mais mon gars, quand même, fixe-toi des limites. Bon, maintenant, vous avez des gens qui débarquent qui vous disent, Dieu est bon. Dieu est bon, hein? Ah oui, Dieu est bon, Jésus est bon. Ah, tout le monde est bon, d'accord, ok. Dans ton sous-sol, il t'a mis du coltan? Non. Il t'a mis de l'uranium? Non. Il t'a mis du pétrole? Ah bon, il est bon et tu as rien? C'est bizarre ça, un Dieu est bon avec un sous-sol vide, mais nous, notre Dieu il est bon, on va l'appeler Atum, on va l'appeler Marie-Jeanne Angela, on va l'appeler, mais quand on descend dans notre sous-sol, il l'a rempli. C'est-à-dire il y a du diamant, il y a du coltan, il y a du manganèse, il y a tout ça. C'est ça un Dieu, non? Un Dieu, c'est un Dieu qui te donne un territoire où il pleut, à boire et à manger, des animaux. On a toutes sortes d'animaux en Afrique. On a des fleuves, on a de l'eau douce, on a de l'eau salée, on a toutes sortes de choses. Là, tu vois que Dieu est venu ici.
Mais chez les gens, tu vois que Dieu est venu quelque part. Tu veux me dire qu'un prêtre blanc quitte sa leucodermie pour venir nous raconter que Dieu est bon? Tu lui dis, tu as du coltan, il n'en a pas. Tu as du pétrole, il n'en a pas. Tu as du manganèse, il n'en a pas. Tu as du thorium, il n'en a pas. Mais qu'est-ce que tu as? Ah ben, j'ai rien. Et qu'est-ce qu'on voit au début des versos? Qu'est-ce qu'on voit? Que les Blancs, c'est une confrérie de peuples à sous-sol vide. Mais c'est ceux qui ouvrent leur bouche en te disant que Dieu est bon. Mais comment Dieu peut faire pour être bon quand il t'a rien donné dans ton réfrigérateur? Toute la problématique, professeur. C'est ça la problématique. C'est-à-dire, à un moment, il faut trancher la discussion. La discussion, on ne peut pas continuer à parler éternellement de choses qui n'ont pas d'intérêt. Alors, trancher la discussion et nous allons sortir par là, professeur. Oui. Trancher la discussion et amener surtout les gens à l'action, les Africains à l'action, j'imagine. Comment réussir à le faire? Ça fait quand même des siècles qu'on se bat pour ce combat-là. Je vais vous dire une chose. Il faut quand même prendre un peu d'élévation. Vous savez, ce qui a fait la puissance d'un peuple, ce sont ses routes commerciales. Regardez à travers l'histoire, un peuple qui n'avait pas de route commerciale au départ n'avait rien. Et il se bat pour avoir ses routes commerciales, développer une économie en relation avec d'autres. Et c'est là qu'il commence à être puissant. Vous êtes pour une coopération déjà entre les pays africains? Mais bien sûr, parce que regardez, les Européens, ils allaient où? Ils allaient nulle part. Ils ont commencé à aller quelque part. Quand ils ont commencé à étudier les routes commerciales africaines, à passer du côté de l'océan Indien pour briser le commerce mondial qui se faisait entre l'Afrique, l'Arabie, l'Inde et l'Asie. Et à partir de ce moment-là, avec la canonnière, puisqu'il faut le dire clairement, c'est avec la canonnière qu'ils ont canonné tout le monde, y compris les Turcs qui étaient là. Et ils ont pris la main sur le marché mondial et ils ont créé leur route. Maintenant, vous voyez bien que la Chine parle de quoi? De la nouvelle route de la soie. Donc ça veut dire qu'ils avaient une ancienne route de la soie. Donc nous devons parler des routes que nous avions aussi. Parce que je tiens quand même à rappeler que le mot faire du commerce, c'est une invention de l'Égypte antique. Ça existe en égyptien ancien. Vendre, acheter, fixer le prix, la TVA, tout ça, ça existe. J'ai écrit un bouquin là-dessus pour montrer aux gens que tous les termes économiques, la monnaie, le premier étalon monétaire de l'Afrique s'appelait le chati. Et je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça bien. En Afrique, nos souverains ont considéré qu'il y avait beaucoup trop d'or. Donc on ne pouvait pas donner à l'or la préséance de la monnaie. On l'a donné à l'argent. Donc c'est pour ça que le chati d'argent, c'est la monnaie la plus forte, qui fait 7,6 grammes. Après, vous avez le chati d'or et après, vous avez le chati de cuivre. D'accord? Voilà comment on a inventé le système monétaire. Aujourd'hui, vous prenez les monnaies européennes. Vous avez une monnaie sertie d'argent, qui est la plus forte. C'est 1 euro, 2 euros. Après, vous avez une monnaie qui est à la couleur de l'or. Et après, vous avez une monnaie qui a la couleur du cuivre. Comment un occidental peut venir vous dire qu'il a inventé la monnaie? Il n'a pas d'argent dans son sous-sol, il n'a pas d'or dans son sous-sol, il n'a pas de cuivre dans son sous-sol, donc il n'a rien dans son sous-sol, il invente la monnaie. Quand même. Question. Alors là, c'était sur le plan économique. Oui, peut-être pour s'en sortir. Vous parlez de la coopération. Oui, donc je disais qu'effectivement, l'enjeu, et comprenez bien l'affaire. Moi, je suis venu au Cameroun il y a quelques années. J'ai pris des francs CFA. J'arrive au Togo. On me dit que mes francs CFA camerounais sont pas valables. Donc, ça veut dire que quoi? Écoutez, tout le monde parle d'échanges économiques. L'Europe a fait l'euro pour les échanges économiques, non? Comment ça se fait qu'entre le Cameroun et le Togo, je ne peux pas faire d'échanges économiques parce que tu as un individu qui a décidé de priver les deux pays de relations économiques pour créer des petits halos de relations. Il faut arrêter ça. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moi qui suis panafricain, vous pensez que j'ai le temps de penser qu'il y a 2 zones francs CFA, machin? Moi, je dis, on va mettre un terme à cette affaire-là. Parce que la puissance d'un territoire, la puissance d'un continent, c'est la puissance de ses relations économiques. Et il ne faut pas créer de barrières dans les échanges économiques. Donc, c'est pour ça que c'est la première chose qu'il faut faire. En 2, il ne faut pas avoir des denrées dont la matière première vient de l'extérieur. Vous avez vu l'affaire de l'Ukraine avec le blé. On s'est retrouvé bonbon. Parce que, tout simplement, moi, j'avais quand même monté avec donc, des gens en Côte d'Ivoire une usine de fabrication de farine à partir du manioc. C'est vrai que cette usine a été détruite quand il y a eu la Ligue des Champions entre Laurent Gbagbo et Ouattara. Mais toujours est-il que nous avions notre usine qui fabriquait des tonnes de manioc. Donc l'enjeu, c'est de rebâtir cette usine-là. La chose, c'est qu'il faut arrêter de produire avec des choses qui viennent de l'extérieur quand c'est une matière première principale. Avec le manioc, on fait de la farine. Avec l'igname, on fait de la farine. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut faire de la farine. Et ce n'est pas de l'espace qui manque. Mais l'avantage de tout cela, c'est qu'on peut faire des gâteaux, on peut faire des crêpes, on peut faire beaucoup de choses. Nous, on a fait un test. On a pris la farine de manioc. Nous sommes allés dans la fête des étudiants de la Maison des Mines à Paris. On leur a dit, on prend en charge tout ce qui est restauration et compagnie. On a tout fait à base de farine de manioc. Eh bien, les jeunes ne se sont même pas rendus compte que ce n'était pas la farine de blé.
Quand on leur a demandé après, mais ils ne se sont pas rendus compte. Donc ça veut dire que l'Afrique a des atouts. Et la chose, c'est que l'économie, c'est un match de football qui se joue à domicile, pas à l'extérieur. La troisième chose que je dirais, qui est très importante, le monde noir a tendance à croire que prendre une franchise américaine et l'implanter chez vous, c'est faire de l'économie. Une franchise ne sera jamais de l'économie. Il faut que ça soit dit. On ment aux enfants dans les instituts de formation économique, dans les formations professionnelles. Parce que quel est l'enjeu? Comme ils sont financés par des multinationales pour certains, donc ça veut dire qu'on prépare l'enfant à travailler chez Coca-Cola. Ça veut dire que depuis que tu es né, tu vas à l'école pour travailler pour Coca-Cola. Et le BISAP qu'on a chez nous, on en fait quoi? On doit utiliser notre BISAP pour faire une puissance économique, pour l'imposer. Moi, je vais vous donner encore un autre exemple. Parce que tout le monde parle. Comment vous faites pour imaginer que nous, les Noirs, nous sommes par excellence reconnus pour nos performances sportives? D'accord? Et le Noir qui s'est entraîné, il va à McDonald's. Pourquoi on n'a pas une chaîne de restauration qui est basée sur des nutriments sportifs permettant à tous les jeunes qui sont en Afrique et ceux qui sont à l'extérieur, en Angleterre et compagnie, de venir dans notre chaîne où on fabrique nos choses à partir de notre attiéké, de notre manioc, d'avoir des aliments et des boissons, plus des huiles essentielles et des plantes médicinales, qui permet à ce sportif qui a fait sa petite course le matin et qui veut se régénérer, il s'assied dans notre restaurant diététique et sportif, mais financé par les joueurs de football. Vous pensez que nos joueurs de football n'ont pas les moyens de faire? Mais bien sûr qu'ils ont les moyens de le faire. Donc disons à cette intelligence africaine qui existe, parce que ce n'est pas une utopie, agissons pour avoir une chaîne de restaurants mondiale destinée aux sportifs, en utilisant tout notre savoir-faire sur les plantes, les huiles, les jus et tout ça, de manière à faire en sorte que peu importe le sport fabriqué par la personne, elle sait que quand elle veut se reposer, se régénérer, se faire masser, elle peut venir dans cette chaîne de restauration et tout cela existe parce que c'est bâti pour les sportifs. Et vous voyez le niveau de concept que ça représente? C'est une méga idée. La chose, c'est comment ça se fait que ce sont des choses évidentes, non? On joue au football. Regardez le nombre. On est en train de discuter de ballons d'or africains, de ballons d'or africains. Vous connaissez une usine qui fabrique un ballon de football en Afrique? Comment ça se fait qu'on joue au football avec un ballon qu'on ne maîtrise pas? Et les champions sont nous. On veut un ballon d'or. Moi, je ne veux pas de ballon d'or. Je veux un ballon en cuir fabriqué dans une usine africaine. Et tous ces ballons, on les vend, y compris en Guadeloupe, qui fait que quand je joue au football avec un ballon fabriqué en Afrique. Vous comprenez les enjeux de l'affaire? Très bien. Voilà. Alors, professeur... Juste une dernière chose, si vous permettez. L'économie, c'est ce que tu fais pour que l'argent puisse rentrer dans ta poche. L'objectif final, c'est ça. L'argent doit rentrer dans ta poche. Et cet argent doit être imprimé chez toi. Ce n'est pas un argent qui est imprimé à l'étranger et c'est un autre qui fixe le prix de la valeur de ton argent. D'accord? Il faut être sérieux à un moment. Donc c'est ça l'enjeu des nouvelles générations. Merci beaucoup à vous, professeur Kalala Omotunde. Alors, on a la chance de vous avoir sur le plateau de la télévision panafricaine d'Afrique Média. Alors, il y a des jeunes à travers tout le continent africain qui vous regardent en ce moment, et ceux même des Africains qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Quel est le message que vous pouvez leur adresser? Moi, je leur dirais que la donne, elle a changé. La donne, elle a changé parce qu'on a changé d'air. Et je leur demande une chose, il faut changer. Il faut devenir un homme nouveau, il faut devenir une femme nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir nous sourit, l'avenir sourit au continent africain. Je vais vous dire une chose, l'Afrique n'a jamais eu de problème, si ce n'est que de ne pas avoir de partenaires économiques. Parce qu'en absence de partenaires économiques, c'est difficile de bâtir quand même des relations économiques. Donc il fallait des partenaires qui partagent le même destin africain. Aujourd'hui, la Russie et la Chine partagent le même destin africain. Pourquoi? Parce que je vous dis une chose, si la Russie et la Chine laissent l'Occident rentrer en Afrique, ils vont prendre des minerais pour aller faire des armes stratégiques cachées en Australie. Et quand ils vont sortir de là, ils vont attaquer la Russie et la Chine. Dans moins de 10 ans, c'est-à-dire je ne donne même pas 10 ans, si je dirais la situation n'est pas analysée froidement, il n'y aura plus de Chine, il n'y aura plus de Russie. Donc ça veut dire que l'intérêt de ces deux nations, si elles veulent rester en vie, c'est de permettre à l'Afrique, le genou qui est au sol, de le remettre debout. Vous comprenez ce que je dis par là? C'est pour ça que je vous dis la donne, elle a changé. C'est vrai qu'il y a les élections au Brésil, on attend le résultat. C'est vrai que l'Inde aussi se place. Mais vous avez vu que beaucoup de choses se passent en ce moment parce que la dynamique énergétique, elle a changé. Et l'Occident est en train de prendre conscience de ses faiblesses. Vous voyez ce que je dis par là? Donc moi, ce que je dis aux gens, le monde est en train de changer devant vos yeux. Ça fait 5 ans que je le dis.
Aujourd'hui, les gens ne vont pas me dire qu'ils ne me croient pas. Ils voient bien ce changement. Mais il faut que le changement soit aussi à l'intérieur du cœur de l'Africain. Il faut changer le cœur. Ça veut dire quoi changer le cœur? L'Africain, c'est celui qui croit que l'Afrique a un avenir. L'Africain, c'est celui qui pense sérieusement que sa participation, elle est précieuse au redressement du continent africain. Et l'Africain, c'est celui qui sait que toute l'humanité, ce ne sont que nos enfants turbulents. Et un jour, il faudra remettre de l'ordre dans la famille. Merci. Ces jeunes Africains vous ont suivi, professeur. Voilà, c'est avec un énorme plaisir que nous vous avons eu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Institut Alijat, c'est en Guadeloupe. Merci encore une fois de plus d'être passé sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, quant à vous, merci pour votre bienveillante attention. La suite, c'est tout de suite sur votre chaîne de télévision Afrique Média. Il n'a pas d'histoire. Il n'a pas d'histoire. Il n'a pas d'histoire.